Bienvenue dans le premier épisode de cette deuxième année du podcast Il se confie, où tous les 15 jours je partage une discussion plutôt intimiste avec un homme au sujet, entre autres, de sa masculinité. Avant de vous présenter Hervé, je tiens à remercier les 5 auditeurs qui m'ont déjà fait un don ce mois-ci, et notamment ceux qui font un don mensuel. Merci beaucoup, ça m'aide énormément à continuer. Si vous souhaitez les rejoindre à travers un petit don en guise de cadeau de Noël ou un grand don, je ne suis pas contre, vous trouverez toutes les infos sur ilseconfie.com au pluriel. Dans ce nouvel épisode, je reçois Hervé, âgé de 53 ans, qui après avoir été en couple 25 ans avec une femme, puis veuf, il est aujourd'hui en couple avec un homme. Il est un expert de la chance et des rencontres par petite annonce papier. On parle de la dépression de sa femme, de son éducation sexuelle, ou plutôt de l'éducation sexuelle qu'il n'a pas eue, mais aussi d'orgasme prostatique, entre autres. Bonne écoute. Bonjour Hervé. Bonjour Mélanie. Alors Hervé, tu as 53 ans. Eh oui. Et donc déjà, je tiens à préciser que c'est la première fois que j'enregistre tôt le matin. Enfin tôt, on s'entend bien, il est 9h. Enfin, je t'ai fait venir à 9h. Et voilà, donc c'est une première, si jamais j'ai l'impression... je suis pas trop réveillée par moment, voilà. Mais merci d'être venu. Et avec les croissants. Avec les croissants et les chouquettes. Et les chouquettes. On n'a pas encore eu le temps d'ouvrir pour pas faire trop de bruit dans le micro. Alors, comme d'hab, les gens savent un peu, mais pas tout le monde. Donc, tu es veuf. Oui. Après un mariage de combien de temps ? 25 ans de vie commune et 20 ans de mariage. Ok. Et donc, tu es veuf depuis combien de temps ? Depuis 2014, donc 5 ans. Enfin, 5 ans et demi, parce que c'était tout début de 2014. Et c'est un décès maladie où on peut en parler un peu ? Oui, j'aimerais pas tomber dans le mélo, mais ouais. En fait, c'est le résultat d'une maladie. Ouais. Ma femme a fait plusieurs dépressions, et la dernière, c'était Celle la de plus trop. grave, forcément, celle de trop, et elle s'est suicidée. Et au niveau du deuil, tu as fait un travail sur toi, t'as vu des psys, Non, j'ai pas vu de psy. Mes enfants ont vu des psys, je les ai fait des psychologues. Hein. Donc, mais moi, non. En fait, j'ai eu 2-3 mois où j'ai eu du mal à croire. Ouais. Mais bon, je sais pas si on y reviendra dans le podcast, mais en fait, je suis chrétien, et durant les obsèques, le prêtre m'a dit une phrase qui a résonné en moi, mais dès le début. Hein, il m'a dit n'oublie pas que les vivants restent avec les vivants. Et donc, durant les premiers jours, les premières semaines, effectivement, il y a une phase de refus. Enfin, je pensais que c'était une mauvaise blague. Le déni. Le déni. Ouais. Hein, mais je me suis jamais accroché à mon deuil. Mmh. Hein, j'ai toujours cherché la vie. Ouais. Voilà. Bon, pour mes enfants, j'ai pris la précaution. Ma fille, elle a surmonté le deuil assez facilement, en réalité. Et mon fils, il a eu une phase, alors il était plus jeune, hein, puisqu'il avait 14 ans. Ouais, l'adolescence en plus. Il a eu une phase où il rejetait tout. Mmh. Il voulait arrêter l'école, il s'isolait dans ses jeux sur ordinateur. Et bon, il me semblait important de voir une psychologue. Alors, est-ce que ça lui a servi ou pas, je sais pas. En tout cas, moi, ça me rassurait. Et toi, t'as pas ressenti le besoin ? Tu t'es pas dit, tiens, moi, ça pourrait peut-être un soutien ou un... Tu t'es pas... Non, du tout. Non, du tout. Par contre, j'en ai beaucoup parlé. Ouais. J'en ai beaucoup parlé. Les gens bienveillants venaient vers moi, etc. Et pour une fois, j'ai pas la parole facile. Ouais. Hein, mais pour une fois, effectivement, j'ai beaucoup parlé du deuil, de ce que je ressentais, sans culpabiliser. En fait, bon, ça m'était déjà arrivé avec ma mère, mais je voyais ma femme tellement souffrir. Elle était vraiment dans une phase d'autodestruction où elle coupait tous les liens, elle cherchait à faire du mal aux gens pour que les gens s'éloignent d'elle. Elle
Elle a arrêté de manger. Au contraire, après, elle a fait de la boulimie. Elle faisait que manger. Et ça a toujours été comme ça ? Non. C'était sur les deux dernières années. Ouais. 2 dernières années. Elle s'est plongée dans l'alcool aussi. Enfin, je voyais ma femme tellement souffrir. C'est horrible de dire ça, hein, mais quand en fait ça s'est terminé, j'ai presque compris son geste. Je pense qu'elle, consciemment ou inconsciemment, elle voyait aucune porte de sortie à sa maladie. Elle était suivie, elle ? Alors, elle a été suivie par un psychiatre, elle a fait plusieurs séjours en clinique, il y a eu des phases de rémission, parce que ça, en fait, je parle du drame qui a clôturé l'histoire, mais c'est une histoire qui a commencé avec la naissance de ma première fille. Enfin, mon premier enfant, ma fille. Oui. Je pense que la maladie, elle a commencé à s'installer là, avec un médecin qui n'a absolument rien compris, qui pensait que c'était de la fatigue, qui l'a soignée aux plantes. Bon. Et puis quand on a commencé à avoir des signes graves, elle a été suivie par un psychologue qui lui a fait remonter la pente. Bon, et puis après, de rémission en rémission, mais à chaque fois c'était plus grave, à chaque fois c'était plus intense. Bon, et puis la dernière phase, elle était... Alors j'ai lu quelque part qu'en fait, c'est la première dépression qu'il faut soigner le plus rapidement. Plus rapidement et jusqu'au bout. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une sorte de mécanisme dans le cerveau. Alors, je ne suis pas médecin, mais je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. Et en fait, ce mécanisme dans le cerveau s'atrophie. Et après la 3e dépression grave, en fait, c'est pratiquement chronique. Ouais. Voilà. Et je pense qu'on était rentré dans ce cycle. C'est devenu un état normal pour elle, quoi. Ouais. Voilà. Et quand tu parlais des gens dans l'entourage qui t'ont quand même été bienveillants, qui t'ont écouté, t'as vu aussi des gens te tourner le dos et fuir parce qu'il y avait eu un décès ou parce que... Non, pas fuir, ni tourner le dos, mais bon, il y a des gens qui sont pas dans l'échange. Il y a des gens qui, par timidité ou simplement parce qu'ils posent la question comment ça va, mais sans vouloir entendre la réponse. Ils sont comme ça. J'aurais pas voulu, et puis j'ai pas pris ça comme un dénigrement ou comme tu dis, qui me tourne le dos, Oui, parce que des fois, tu vois, là, dans la maladie, par exemple, on peut voir qu'il y a des gens, ça les fait fuir, et que, enfin moi, de ce que j'ai entendu et de ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a des gens qui ont des cancers, etc. Et bah, les gens, on voit ses vrais amis, on voit notre entourage à ce moment-là. Alors, là, je te parlais de la phase de décès. Oui. Hein, pendant la phase de maladie, les 2 dernières années, on voyait pratiquement plus personne. Voilà, c'est plus ça la question. Quand on sortait, il y avait une image, il y avait peut-être alors sauf quand elle était vraiment très maigre ou quand elle est vraiment très grosse, où elle refusait de sortir. Mais quand on sortait, les gens qui nous voyaient à l'extérieur ne pouvaient pas imaginer ce qui se passait, ni dans sa tête, ni à la maison. Mais naturellement, nous, on évitait de rencontrer les gens parce que c'était de l'autodestruction. Elle voulait couper tous les liens. Ouais. Oui, ça pouvait être gênant. Oui. Et puis ça allait jusqu'à la fâcherie. Enfin, et toi, moi, je l'ai interprété comme ça, et c'est comme ça quand j'en parle avec ma fille. Mais à la fin, pour me faire du mal, parce que ça aussi c'est compliqué. Pour me faire du mal et pour qu'on divorce. Ouais. C'est mon interprétation. Bah, c'est l'autodestruction. En fait, comme elle voyait que tu restais, que je l'accompagnais, en fait, elle s'en est prise à ma fille. Voilà. Et donc ma fille a voulu s'émanciper, quitter la maison. Ensuite, il y a eu de la violence. Elle a été pas placée, mais justement parce que je m'y suis pris avant, et en fait j'ai pris les devants. Voilà. Et donc à cette phase-là, effectivement, je lui ai dit là, on a atteint, tu peux me faire tout ce que tu veux. Moi, je t'ai juré fidélité, je t'ai juré que je t'accompagnerai, y compris pour le pire. Mais si tu touches aux enfants, si on me sépare de mes enfants, là, ok. C'est parce que je pense que c'est important Je l'avais déjà fait pour mon blog, d'interviewer une femme qui avait vécu un deuil avec son mari, avec qui elle avait vécu toute sa vie. Et comme c'est des sujets, avant qu'on s'y retrouve, on ne s'est pas trop posé la question, mais peut-être que dans les gens qui écoutent, il y a des gens qui vivent un deuil, ou qui sont confrontés à quelqu'un de leur entourage qui vit ce que tu as vécu.
à leur manière, mais du coup, des fois, on ne sait pas comment agir, comment se comporter, même quand on côtoie quelqu'un qui fait une dépression. J'ai des amis formidables qui sont plus ou moins proches, mais globalement, les gens que je côtoie ont été formidables sur le coup. Et coup de soutien, des phrases qui revenaient sans cesse. On tient beaucoup à toi, on tient beaucoup à vous, puisqu'ils englobaient Et les ça, enfants. ça c'est important. Ah oui, oui. Ouais. Oui, oui. Alors, dans ma démarche, où en fait je me raccrochais à la vie et que j'allais toujours vers la lumière, hein, oui, voir que tout ne s'arrêtait pas, que ma vie donc à l'époque j'avais 48 ans, que ma vie ne s'arrêtait pas, c'est quelque chose que je ne concevais pas, moi, d'être veuf à 48 ans. Enfin, je ne sais pas si les gens peuvent s'imaginer ça. Donc ces petites phrases-là, ces signes d'intérêt, j'étais invité, j'aurais pu passer tous les soirs chez quelqu'un. Au boulot, ils ont été formidables aussi. Mon patron, tous mes collègues sont venus aux obsèques. Mon patron a pleuré dans mes bras. Enfin, c'est des choses très fortes, tu vois. Ouais, que tout le monde n'a pas forcément. Hein. Ouais. Alors moi, j'ai eu cette chance. Ouais. Après, on pourra reparler de la chance, mais oui. J'ai eu cette chance. Ah bah oui. Hein. Donc, hormis la phase de déni, comme tu disais tout à l'heure, non, en fait, j'ai assez rapidement vécu mon deuil. Et puis après, on dira la suite après. Après, on dira la suite. Mais alors, bon, cette question qu'on me demande souvent, et comme on est dans le sujet de ta femme, comment tu l'avais rencontrée ? En fait, j'écoute tes podcasts et je suis assez surpris de toutes les rencontres qui se font avec les applis. Les applis. Ouais. Bon, à mon époque, je suis désolé, mais à mon époque, il n'y avait pas ces applis. Malgré tout, j'avais sans doute les mêmes difficultés que les gens de la génération qui utilisent les applis. Mais à mon époque, il y avait les petites annonces. Ah ! Il y avait les petites annonces dans les journaux. Bon, je ne suis pas un grand sociable. Pas un dragueur. Pas un dragueur. Et donc, j'ai essayé de compenser en répondant à une annonce. À une seule annonce ? Non, j'ai dû répondre à une dizaine d'annonces, mais il n'y a eu qu'un seul écho. Et c'était elle ? Et c'était elle. C'est fou. Et c'était sur quoi à l'époque ? Le chasseur français ? Non, ça devait être Street View ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était sur un truc papier ou un site web ? Je me souviens. Non, c'était du papier. Ah, c'était du papier ? Ou Viva Street. Ouais, Viva Street, c'est du digital. C'est digital. C'est l'anciennement Le Bon Coin. Alors non, je sais plus. C'était un journal gratuit. C'est fou. Ouais. Mais genre, t'avais quel âge ? Parce que attends, j'ai pas le courage de faire le calcul. J'avais 24 ans. Ah, c'est dingue. Mais tu vois, en même temps, c'est pas très différent. De l'utilisation des applis. Bah non ouais. À part que je pense quand même qu'il y avait vachement moins cette consommation. Tu vois, parce qu'en fait, l'appli, t'as l'impression que t'as 10 000 profils accessibles. Ah oui. Alors que là, il y a quand même la patience de prendre le temps d'écrire le truc et t'envoies une bouteille à la mer. Bah, tu me diras, dans les matchs, c'est une bouteille à la mer. C'est moins instantané en plus. Oui. Entre le moment où la personne écrit l'annonce, où c'est publié, où c'est lu, où la personne qui a lu répond, où c'est envoyé, où c'est digéré par la personne qui le reçoit, j'imagine qu'il peut se passer 15 jours. Hein, alors que dans l'application, c'est quasi instantané. Ouais, ou alors elles répondent pas, ou ils répondent pas. Ou alors ils répondent pas. Bon, ça arrive aussi, parce que je te dis, sur une dizaine de réponses, ça, c'est pas un souvenir que j'ai gardé, et puis quand j'y repense, c'est vraiment trop loin pour que je m'en souvienne, mais ouais, ça doit être de l'ordre de la dizaine, j'ai eu qu'une seule réponse. Et elle, tu te souviens ce qu'elle t'avait dit, si c'était pareil, elle avait envoyé une dizaine, ou c'était le premier à qui elle répondait? En fait, on avait à peu près le même positionnement. C'est-à-dire que chercher des hommes et autres. D'abord, c'était absolument pas le sexe qui gouvernait l'un ou l'autre. Alors, le sexe, à 15 jours, comme je te dis. Donc, c'était pas ça. C'était plutôt, effectivement, construire quelque chose. Hein. Bon, elle n'était pas non plus dans le trip sorti en bar, en boîte ou autre pour draguer. Donc finalement, on avait une construction similaire, avec des choses assez rigolotes. En fait, dans ma petite enfance, j'ai déménagé souvent avec mes parents. Et il se trouve que le dernier déménagement, j'aurais pu être voisin de ma femme. Et ça... Donc voisin à
14-15 ans. Ouais. J'aurais pu aller à l'école avec elle, puisqu'on avait le même âge. Et ça, en fait, quand je suis allé chez ma belle-mère, je dis, mais j'habitais là. Enfin, j'aurais pu habiter là. Je me souviens avoir visité cette maison pour... voilà, bon, ça c'est les petits hasards de la vie qui sont... C'est les petits hasards de la vie. Les petits signes. C'est rigolo. Ouais. Voilà. Bon, et puis après, on a eu tout de suite l'histoire s'est construite normalement. Et puis, on a été heureux. Dans la suite logique, vous êtes rencontrés, etc. Mais t'as toujours voulu être père? Tu savais que tu voulais être papa? Ouais. Ouais, depuis toujours. Depuis toujours. C'était vraiment un désir de paternité? Tu voulais pas être un papa trop vieux? Tu voulais pas... Alors, l'âge, je pense qu'à l'époque, j'y pensais pas. Ouais. Hein, mais, ça te paraissait évident que t'allais être père? Je ne sais pas si c'est des valeurs qui reviennent, du moins je ne l'ai pas entendu dans tes podcasts. Il m'a toujours semblé important de transmettre le nom. Alors c'est complètement con, dit comme ça, hein. Mais j'avais en moi ce besoin de transmettre mon nom. Ouais. C'est vachement macho, enfin, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais du coup, mais aussi loin que je m'en souvienne, il y avait cette pression d'avoir des enfants garçons en plus, ouais. Hein, j'ai connu ça. Pour transmettre le nom. Ouais. Mais après, ça n'apporte absolument rien. Mais bon. Et après, il y a des choses il n'y a pas de jugement dans le sens où c'est des choses qu'on t'inculque depuis tout petit. J'ai jamais senti que j'avais été élevé différemment de ma sœur, parce que j'ai une sœur, de 4 ans plus jeune que moi. Bon, j'ai jamais senti cette différence. Et je me souviens pas non plus que ma grand-mère, que mes grands-mères, mes grands-pères, mes parents m'aient poussé à faire ça. Mais je sais pas pourquoi c'était en moi. Je savais que je devais faire des enfants. Ça fait un petit peu artisan. Bon, mais j'avais cette pression. Ah, toi tu le prends comme une pression? C'était pas juste un désir de te projeter en famille en tant que papa avec. Non, c'était. Enfin, bien sûr, il y avait ce plaisir-là, mais c'était quand ton j'étais rôle. ado, c'était mon rôle. Ouais. C'était mon rôle de transmettre ce nom, et du coup, je me suis toujours inscrit dans le mariage, la famille et autres. Donc, j'avais pour revenir à ta première question, oui, donc j'ai toujours su que je serais père. Ouais. Alors, c'était un petit peu prétentieux, parce qu'après, il y a peut-être des maladies ou autres qui m'en auraient empêché, mais j'aurais tout fait pour être père. Bon. Et c'est là où c'est intéressant, parce que bon, là où on enregistre, j'aurais déjà publié l'épisode avec Gilles, mais Gilles n'a jamais eu d'enfant de lui. Il a eu les enfants de sa femme après un remariage, mais il n'a jamais fait ses propres enfants, entre guillemets. Ouais. Et donc, du coup, tu vois, c'est intéressant de voir aussi, selon l'éducation qu'on a eue, la construction qu'on a eue, comment on met le curseur de la paternité, du désir d'être parent. Tu vois, parce que c'est marrant, sûrement que ton éducation a énormément influé sur ton envie d'être père, tu vois. Oui. Bah, écoutez, effectivement... Non, il n'est pas publié à l'heure où on enregistre. Mais ça me fait penser, dans mon idéal... J'avais 3 enfants. Dans mon idéal, j'avais 3 enfants. Et donc, au début de notre rencontre et de notre construction commune avec ma femme, en fait, elle voulait pas d'enfants. Après, s'est installée petit à petit l'idée d'avoir des enfants, donc le mariage, etc. Et donc, ça s'est passé de façon plus standard, disons. Mais à la naissance de mon fils, en fait, il s'est passé dans son corps quelque chose. Alors, à tort ou à raison, parce qu'on n'a jamais fait d'examen, mais elle pensait ne plus pouvoir donner d'enfants. Elle en avait certainement plus envie également. Et donc, toujours à la quête de mon 3e enfant, on a commencé à parler d'adoption. Ah ouais. Cette notion de ligne, de donner la vie par moi-même, ça m'a jamais perturbé véritablement. Hein, l'adoption, en fait, je suis toujours resté sur le fait que c'est la personne qui s'occupe de l'enfant, qui l'éduque, qui est son parent et qui est son parent légitime en quelque sorte. Voilà. Après c'est de la chimie. Après, et pourquoi ça s'est pas fait? Parce que finalement parce que il y avait cette maladie latente et autres, et puis on n'est jamais allé jusqu'au bout. Bon, alors là on va venir à la question pour laquelle tous les gens vont écouter assidûment l'épisode, parce que là ça fait plus de 20 minutes qu'on les tease sur le sujet de tu t'es mis en couple avec un homme. Alors oui, alors après le décès de ma femme. Après le décès de ma femme, après une période de deuil, bon, de toute façon, je pensais pas à grand-chose de plus.
j'en sortais progressivement, et puis je me suis dit, il faut quand même booster tout ça. Donc j'ai commencé par faire des choses un petit peu extrêmes, pas du tout dans la sexualité, mais j'avais fait presque ma petite liste, tu vois, sauter à l'élastique, bon, ça c'est fait. Sauter au parachute, je ne l'ai pas fait, mais massage tantrique, bon, ça c'est fait, etc., etc. Et puis, il y avait quelque chose qui me tentait. Je ne sais pas trop t'expliquer pourquoi, peut-être parce qu'effectivement, dans les pornos que je regardais ou autres, finalement, j'étais peut-être plus intéressé par ce que ressentait l'homme que l'excitation de voir la femme. Ouais. En fait, j'ai voulu essayer l'expérience sexuelle avec un homme. Et donc, là aussi, pas d'appli. Ouais. Moi, j'aurais pu, peut-être Bah à oui, l'époque, c'est pas si vieux que ça. Hein. C'était il y a combien de temps là que tu l'as rencontré? C'était mi-2014, ça devait être en mai ou en juin. Et donc, petite annonce, donc c'est lui qui a émis la petite annonce. Petite annonce où? Pareil, dans un journal. Ah ouais? Un journal gay? Non. Alors là, c'est pareil, je me souviens plus lequel c'était, mais une petite annonce. Parce que c'est fou ça, en 2014, j'aurais même pas l'idée, et en même temps, je trouve ça cool. Parce qu'il y a tellement, c'est tellement, parce que c'est prouvé que les gens, dans leur histoire, ils veulent avoir un peu un truc à raconter, qu'il y a une forme de hasard, etc. Enfin, le hasard pour que... Moi, je lis jamais les petites annonces dans le journal. Ou alors, si je les lis, c'est plus pour rigoler ou parce que j'ai le... Je lis jamais le journal. En réalité, Mais tu te rappelles vraiment pas c'est quel journal? Parce que moi, j'aurais même pas idée. Non, faudrait que je lui demande. S'il a la réponse, je te le ferai par mail. Je le mettrai dans l'article de l'épisode. Voilà. Et donc, mais là, j'y étais pour vraiment du sexe. Ouais. Là, pour le coup, c'était une petite case à cocher. Et tu t'es pas dit, je vais aller dans les clubs, dans les bars gays à Paris, je vais... Non. Et tu t'es pas dit non plus les applis du tout? Tu t'es pas dit, je vais mettre Grindr ou... Non. Ok, non, mais... Alors, dans l'ordre, tout ce qui est communauté, ghetto, non, je fuis. Enfin, je pense qu'à vivre dans un cercle fermé fait que tu t'enfermes de plus en plus. Donc, je refuse d'y aller. Donc, je suis jamais allé en boîte gay. D'ailleurs, je vais jamais en boîte tout court. Mais, bon, non. Non, et puis appli, ça me venait pas à l'idée. Alors je sais pas si ça existait en réalité, j'en sais rien. Si. Mais j'étais pas branché gay, j'étais pas branché homo. Oui. Donc. Oui, à la base tu voulais juste faire une expérience avec un homme. Ouais. Et donc du coup tu mets la petite annonce. Il met la petite annonce, je réponds, il me répond. Donc tout ça par courrier. Et il a quel âge? Enfin, il a 2 ans de plus que moi. Ok. 2 ans de plus que moi. Et puis, je le rencontre pour de vrai, toujours pour du sexe, pas du tout pour autre chose. Et je sais pas, pareil, je sens qu'il passe quelque chose de plus profond que juste un contact physique, quoi. Qu'un contact physique. Alors, je peux pas qualifier que ce soit l'amour. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il est tombé amoureux de moi bien plus tôt que moi, parce que en fait, la notion de je t'aime, la notion de baiser, même le baiser, tu vois, dans le baiser, il y a du sentiment qui passe. Ouais. Hein. Donc ça est arrivé très tard. Enfin, c'est arrivé peut-être très tard. Tout est relatif, mais c'est peut-être arrivé 2 mois plus tard. Oui, c'est pas tard. Non, c'est pas tard. C'est pas tard, mais il a fallu que je me rassure en disant oui, c'est pas que le sexe, il y a autre chose. Ouais. Il y a autre chose. Hein. Mais et donc, ensuite, on a appris à se connaître. Je ne vais pas dire que le sexe était de moins en moins... Enfin, c'est fait de plus en plus rare, au contraire. Mais il y avait autre chose que le sexe. Ouais, vous partagez autre chose qu'un échange physique, quoi. Ouais. Mais alors, justement, c'est là où on peut parler... Enfin, avant de prolonger sur ta relation avec lui, la chance, tu m'as dit, toi, tu penses qu'il n'y a pas vraiment de chance. Mais quand même, alors, tu as provoqué la chance. Mais par rapport aux petites annonces, ta femme, tu en rencontres une, c'est bon. Là... Tu réponds, vous rencontrez, c'est bon. Toi, tu l'expliques comment? Alors, si tu penses qu'il n'y a pas de chance.
c'est pas que je pense pas que... Ouais. Je pense qu'il y a effectivement un facteur aléatoire et qui amène la chance. Ouais. Mais je pense qu'on est capable de tous avoir la chance ou de ne pas avoir la chance. Ça dépend du terrain que tu as préparé avant. Hein, quelqu'un qui a bossé dans ses études, qui est passionné par ce qu'il fait, je pense qu'il a la chance d'avoir les bons postes, d'avoir les bonnes opportunités, hein, et de progresser. Quelqu'un qui cherche à construire une histoire et pas à papillonner de l'un à l'autre, qui fait une sélection, c'est peut-être un petit peu extrême, mais qui va pas vers n'importe qui, parce qu'il suit son but. Il saisit l'opportunité et voilà, il a préparé le terrain en quelque sorte. Toi, t'as jamais eu besoin par exemple, t'aurais pu te dire après le décès de ta femme, t'aurais pu te dire bon bah là moi je vais rattraper ma jeunesse, je vais me taper plein de femmes ou plein d'hommes, ou t'as jamais eu ce besoin d'avoir plein de partenaires pour une expérience sexuelle? Non. Le côté performance ou curiosité? Bon, non mais mais tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'hommes la curiosité je l'ai eu parce que je voulais essayer, ouais, bah oui, hein, mais cumuler des expériences sexuelles femmes ou hommes, non, c'est pas mon truc. ouais, C'est pas mon truc. Bon, d'abord, je crois que j'ai pas le profil, hein, je suis pas un performeur sur le sujet, ni dans le contact, ni dans l'acte sexuel. ouais. Non, c'est pas mon truc. Non, mais c'est bien de l'entendre. Ça me semblait intéressant d'essayer. Ouais. Pour le coup, ça m'a plu et puis je suis très heureux avec mon compagnon. Hein, mais non. Vous aviez beaucoup parlé avant de vous rencontrer? Non. T'avais pas peur de non, là c'était... tout à l'heure j'ai cité l'élastique, mais je vais continuer sur cette idée. Non, j'avais décidé que j'essaierais. Ouais. J'ai mis le cerveau en off et j'y suis allé. Et t'avais pas peur de tomber sur quelqu'un de malveillant ou Alors en fait j'ai eu peur après. Une fois que c'était fait ou une fois que c'était fait. Alors pas peur de tomber sur quelqu'un de malveillant, hein, mais j'étais tellement concentré sur le fait d'aller faire une expérience sexuelle qu'en fait, j'ai pratiquement tout oublié du reste. J'avais pris des préservatifs, j'avais pris du gel, j'avais pris tout un tas de trucs. Enfin, tout un tas de trucs, pas tant que ça. Hein. Oui. Genre, j'ai avec ma mallette. Je sais pas comment ça s'est passé. Le contact s'est fait super facilement. J'ai été à l'aise tout de suite. On a discuté un petit peu et puis tout de suite on est passé à l'acte. Et après coup, je me suis rendu compte qu'on n'avait absolument mis aucune protection. Ah ouais. Alors là, c'était un petit peu la panique là. Bon, on s'est discuté, rassuré ouais, en disant que j'avais été fidèle à ma femme et que j'avais aucune expérience sexuelle. Lui de son côté, ça faisait longtemps aussi qu'il avait quitté son conjoint, enfin son ami de l'époque, son ex, et qu'il n'avait pas eu d'autres relations sexuelles. Donc on s'est rassuré un petit peu. Ouais. On a fait les examens. Bon, il n'y avait rien. Mais voilà. Et tu disais que tu étais chrétien, et par rapport au christianisme, vu que l'homosexualité c'est un peu un sujet, t'as pas trop de culpabilité par rapport à ça? Non. Je distingue deux choses. Ouais. Il y a ma foi. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je crois en Dieu. Ouais. Hein, et en Jésus en l'occurrence. Et puis de l'autre côté, il y a la religion. Tu vois, là, il y a des phrases qui marquent la petite enfance. J'ai un curé qui m'a dit que personne n'était parfait et qu'il fallait jamais oublier que l'important c'était Dieu et que la religion c'était une religion construite par les hommes. C'est intéressant ça, cette manière. Ouais. Et donc cette religion construite par les hommes, en fait, je l'ai toujours pris comme des outils. Le fait de rentrer dans une église, déjà, je ne sais pas si les non-croyants le ressentent, mais
t'as le bâtiment lui-même qui s'impose. Oui. Hein. Ce poids de l'âge, ce silence, cette humilité qui s'impose. Donc c'est une première démarche. Ensuite, la prière. Alors chacun prie comme il l'entend et comme il veut. Il n'y a pas de bonne méthode, mais c'est comme un exercice de concentration en réalité. Ouais, de la méditation. C'est de la méditation. En fait, tu récites ta prière pour te couper du reste du monde, de ton environnement, pour rentrer en contact. Voilà. Donc, ce côté religieux sur le sexe, sur tout un tas de préjugés humains, non, ça, j'ai pas de culpabilité vis-à-vis de. Tu sais, parce qu'ils font la marche, le mariage pour. Non, je confonds tout le temps, mais enfin, ceux qui sont anti-mariage pour tous, quoi. En fait, bon, j'ai pas de leçon à donner. Oui, mais ça peut être intéressant si quelqu'un écoute et. De mon point de vue, je suis véritablement orienté vers Dieu. Ouais. Et l'important, c'est Dieu. L'important, c'est pas ce que les hommes interprètent. Ou l'idéal que les hommes se construisent. Voilà. Non, donc, dire que pour louer Dieu ou pour être un faire bon croyant, bonne figure ou pour être le bon croyant, il faut, je sais pas, être hétéro ou être célibataire. Être hétéro, avoir des abstinences sexuelles, ou n'avoir du sexe que pour faire des enfants, non, ça c'est pas ma foi. Non, mais c'est intéressant de le dire, parce que tu vois, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui m'écoutent de l'anti-mariage pour tous, mais au cas où, tu vois, c'est des petites infos ou quelqu'un qui peut recommander un épisode en disant, bah non, regarde, il y a un mec, il est croyant, mais en même temps, il s'écoute et il est heureux, et bref. Alors là, on attaque plein de questions qui m'ont été demandées sur Instagram. Tu as deviné... Tu as deviné depuis longtemps que tu étais attirée par les hommes, ou c'est juste parce que tu parlais du porno, le fait que tu sentais que tu étais plus attirée par les hommes dans les films porno? Mais est-ce que depuis toujours, tu as quand même eu une attirance pour les hommes, aussi loin que ça remonte? Quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, j'étais même pas ado, en fait j'ai toujours eu un décalage par rapport à mes copains. J'ai toujours été très grand, physiquement plus développé que... Très jeune. Sexuellement, j'ai eu rapidement des poils, j'ai eu rapidement mes organes qui se sont développés. Genre à 11 ans, 12 ans Oui, 11 ans. Ouais. Pour un mec, à l'époque, ça fait... Faudra y revenir. Il y a une chose rigolote là-dessus. Et donc, j'étais mal à l'aise dans ce corps parce que j'étais excessivement mince et grand. Et certains le connaissent peut-être, mais du coup, tu sais pas quoi faire de tes bras. Et tu as toujours l'impression d'avoir des gestes un petit peu efféminés et autres. J'ai lutté longtemps contre ça en disant je suis pas homosexuel, je suis pas homosexuel, je suis pas homosexuel. Alors qu'on peut être, je tiens à le préciser, parce que j'ai déjà lu cette semaine, je crois, on peut être efféminé et être hétéro. On peut être très viril et être homo. Ça n'a aucun lien. Mais là, c'est souvent, dans la psychologie d'enfant. Ouais, je sais. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont très dans les clichés. Et donc, donc j'ai grandi comme ça. Ensuite, il y a eu cette histoire de développement. Alors, je vais peut-être raconter tout de suite mon anecdote. En fait, je suis d'une famille où on ne parlait pas. Bon, on se disait bonjour, au revoir, on racontait nos journées, mais la notion de sexe, j'en ai jamais eu. Et c'est malheureusement un schéma que je reproduis à la maison, mais bon, peu importe. Et donc, je voyais bien que mon corps changeait. J'étais relativement fier d'ailleurs, surtout pour les poils. Et puis, on commençait les érections, mais je savais absolument pas ce que c'était. Ah, c'est fou. Ouais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... non, il n'y avait pas d'éducation sexuelle. Enfin, moi, l'éducation sexuelle, c'était les grenouilles. Enfin, c'était... Bon, donc... voilà, et puis... Bon, donc ces érections-là, j'ai commencé à me caresser, et puis je voyais bien que ça me faisait du plaisir. Je me souviens une fois, dans la baignoire, je pousse un petit peu plus loin que d'habitude,
Et là, le drame, Éjaculation. Mais alors, c'est comme si j'allais mourir. Je me suis demandé si c'était pas mes organes internes qui sortaient, quelle connerie j'avais fait pour... Donc, gros moment de panique, Ouais. blocage complet sur mes parents, impossible de leur dire quoi que ce soit. Et donc, c'est que le lendemain matin que j'en ai parlé à mes copains, qui avaient des grands frères, etc., qui m'ont rassuré pour me dire ah oui, bah, je sais ce que c'est, etc. Donc, mais bon, voilà, mon éducation sexuelle a été faite. Mais tu sais, je pense que le succès des podcasts et des blogs et des chaînes YouTube, etc., c'est que je pense qu'encore aujourd'hui, d'ailleurs certains le disent dans les plus jeunes, ça n'en parle pas à la maison. Et encore beaucoup trop de gens se forment par eux-mêmes, découvrent qu'ils ont les nanas un clitoris, les mecs, tu vois. Donc, pour rebondir sur ça, en fait, ma femme a très rapidement instruit ma fille. Donc, gynécologue, pilule, je sais pas, elle devait avoir 14 ans, ma fille, quelque chose comme ça. Donc, bien avant d'avoir ces relations sexuelles. Mais ton fils ? Moi, ça me déchargeait complètement. Ouais. Et puis, j'étais accompagnant là-dessus, j'ai pas de problème. J'assistais pas à leurs discussions, mais j'étais plutôt satisfait que ma femme ait eu cette démarche. Le truc, c'est que gynécologue et pilule veulent pas dire éducation sexuelle. C'est-à-dire qu'on va dire, je sais pas, pour régler tes règles ou pour je sais pas quoi. Non, mais dans notre relation d'homme à femme, bon, elle me racontait effectivement qu'elle en parlait avec ma fille. Ok. J'ai jamais participé. Ouais. D'abord, j'aurais été mal positionné par rapport à ça. Bon. Par contre, mon fils, qui me revenait davantage, j'étais incapable de lui dire quoi que ce soit. Je lui ai jamais parlé d'érection, je lui ai jamais parlé de masturbation, je lui ai jamais parlé de sexualité Et il n'était pas demandeur ? Global. Il osait pas ? Non. Ouais. Je sais pas s'il était demandeur, en tout cas, il a montré aucun signe. Ouais. Et comme je faisais rien pour arriver sur ce terrain, voilà. Donc ça, je savais que j'étais pas bien, mais c'est pas une question d'occasion. J'ai jamais créé cette discussion. Voilà. Et donc du coup, toi, je me suis retrouvé dans le même schéma qu'avec mes parents. Et du coup, toi, par rapport à ton attirance depuis quand tu sais qu'est-ce qui fait depuis, tu sais, je te demandais depuis quand tu sens que tu as eu une attirance pour les hommes ou oui, donc il y a eu cette petite enfance où en fait j'ai lutté sur l'image que je pouvais rendre, mais à l'époque, je n'estimais pas que j'étais véritablement attiré par les hommes. Mais tu te souviens pas, par exemple, tu vois, quand j'ai eu des gays au micro, il y en a qui disent qu'ils savent que depuis tout petit, genre depuis 7-8 ans, genre Leonardo DiCaprio, que tu vois qu'il y avait une attirance pour quelqu'un en particulier qui leur a fait un déclic, qui s'est dit « Attends, mais là, dans le Titanic, je suis plus fan de... » Non. Je sais que j'ai toujours trouvé le phallus, le membre en érection, ça m'a toujours captivé. Ça t'a fasciné, ouais. Ça m'a fasciné, ouais. Il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose de puissant, de viril, voilà. Ça m'a toujours fasciné, mais je l'ai pris comme un objet à part. Je l'ai pas pris comme une orientation sexuelle. Là où tu n'étais pas forcément fasciné par le sexe de la femme, la magie de l'orgasme. Mais non, si je fais le comparatif, j'ai pas la sensation non plus d'avoir été véritablement à la recherche de sexe avec les femmes. Ouais. Mes copains là, qui se retournaient dans la rue sur une femme avec... à l'époque, c'était plus des filles. Mais sur des poitrines, sur des fesses ou autre. Bon, je faisais comme eux, mais en réalité, je trouvais aucune excitation, rien. J'étais insensible à ça. Bon, après, j'ai eu des petites copines. Petite copine, ça fait un petit peu ridicule. Mais bon, c'est comme ça qu'on les appelle. Non. Hein bon, on s'échangeait des bisous, je trouvais ça agréable. Ensuite, avec l'âge, j'ai eu ma première relation sexuelle relativement tard, 18 ou 19 ans. Mais en fait, je le dis exprès, c'est pas si tard que ça, parce que dans la moyenne française, l'âge moyen, c'est 17-18 encore aujourd'hui. Donc en fait, on fait croire dans l'inconscient collectif que la plupart des mecs, d'ailleurs je pense je crois que c'est
C'est Valentin qui le disait, mais ils mentent beaucoup entre eux, les mecs. Ils se disent ah si, moi je l'ai baisé, j'ai déjà baisé celle-là. Et des fois, souvent même, c'est pas vrai. Donc, je le dis. J'ai jamais menti. Hein. Ouais. J'ai jamais menti sur le sujet. Bon, malheureusement, j'ai menti un petit peu, mais pas sur le sujet. Je me suis jamais vanté. Et donc... Ouais, donc tu avais quand même eu d'autres partenaires avant ta femme. Oui. Ouais. Oui. J'ai eu une longue histoire d'amour, pas beaucoup de sexe, mais longue histoire d'amour, avec une jeune femme que j'avais rencontrée lors d'un petit voyage entre copains à Londres, donc qui était canadienne. Durant le voyage, on a bisouillé. J'aime bien l'expression. Ensuite, elle est repartie au Canada, puis elle est revenue en France pour me voir. Alors là, on en a bien profité. Puis toute chose a une fin, elle est repartie au Canada. C'est moi qui suis parti également. Donc 3 mois là-bas, et on en a bien profité aussi. Mais dans le temps, ça a dû durer 3 ans en fait, notre histoire. Ouais. Donc avec des notes de téléphone, mes parents à l'époque, sautaient au plafond. Bon, bref. Voilà, donc j'ai pas eu beaucoup d'expérience. J'en ai eu quelques-unes, et toutes très satisfaisantes. Bon, sauf la première. La première, c'était catastrophe, mais toutes satisfaisantes. Pourquoi catastrophe ? C'est la toute première avec qui tu as eu ta première fois ? Ouais. Ça, c'est marrant, ça. Oui, je peux en rire aujourd'hui, mais bon, je suis pas un dragueur. Et là, pour le coup, je me souviens plus de son nom, j'ai honte. Hein. La première, qui est venue me chercher. Qui est venue te chercher, c'est-à-dire à l'école Non, au lycée, qui m'a dragué, qui m'a chauffé et autres, mais j'avais pas de sentiment particulier, mais 18 ans quand même. Tu te dis c'est l'occasion d'y passer. C'est l'occasion, ouais, c'est l'occasion. Puis, elle était plus âgée ou vous aviez le même âge ? Elle était plus âgée parce que je devais avoir 18 ans, et puis elle devait avoir 20 ans, quelque chose comme ça. De la façon dont elle s'y prenait, je lui ai jamais posé la question, mais de la façon dont elle s'y prenait, j'ai estimé qu'elle avait de l'expérience. Et donc sans sentiment, mais pareil, pour y passer, je l'ai suivi, préliminaire, je sais même pas s'il y en a eu. J'étais là pour ça, j'ai fait ça. Ça a duré 2 secondes. Ça a duré, je sais même pas, 2 secondes et demie à peine. Pas de plaisir particulier. Elle non plus, tu sens. Elle non plus, je pense qu'elle était très déçue, la pauvre. En plus, j'étais dans une culture à la con, une éducation à la con, ce qui fait que le coup tiré, j'ai absolument pas cherché à donner à mon tour du plaisir ou quoi que ce soit. Donc c'était bonjour madame, au revoir madame, quoi. Pas très glorieux. Elle a pas dû m'en vouloir des masses, parce que ça c'était en camping, ça devait être au Sable d'Olonne, je crois. Quand elle est revenue à Paris, elle m'a rappelé, on s'est revus, mais il s'est rien passé. Bon, j'étais satisfait que voilà, qu'il n'y ait pas d'anémosité ou de quoi que ce soit, mais bon, voilà. Et dans les questions que j'ai, c'est donc aujourd'hui tu te considères bi, hétéro, gay Alors oui, donc dans mon hétérosexualité, comme je l'ai dit, j'ai pas eu beaucoup de partenaires. À part les pornos que je regardais qui me posaient la question, mais ça c'est plutôt à la fin. J'aimais bien tout ce qui était, j'aimais beaucoup. Hein. C'était très agréable. On a vécu vraiment une vie de couple sympa et agréable, sexuellement inclus. Donc le corps de la femme, je l'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai pas le sentiment d'avoir. Donc t'es bi au final. C'est là où c'est compliqué dans ma tête. C'est que je pense qu'il y a une part de fidélité. Je me vois pas faire autre chose que d'être avec mon compagnon. Dans le même temps, sexuellement, je suis sans doute bi pour pas esquiver ta question, mais dans le même temps, j'ai trouvé que le contact avec un homme était tellement facile. Il y a une sorte de compréhension instantanée de ce qu'il ressent, de ce qu'il veut, Ça, c'est fascinant. Enfin, moi, c'était une de mes questions. Hein. C'était... Autant, tu l'as cité dans un podcast, et puis je l'ai lu également, les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars.
C'est un peu dépassé maintenant. C'est peut-être dépassé psychologiquement, c'est peut-être de la psychologie de bas âge, j'en sais rien, mais je me suis vraiment retrouvé dans ma relation avec ma femme, elle dans son positionnement et moi dans le moyen. Oui. Autant les femmes, j'en ai pas connu beaucoup, mais autant ma femme, hormis la maladie qui était vraiment très particulière, j'avais du mal à la suivre de temps en temps. Dans sa manière de fonctionner. Dans sa manière de fonctionner, dans ses hauts et ses bas hormonaux, dans ses... c'était très compliqué. Après, il faut, par rapport aux hommes viennent de Mars et femmes de Vénus, après, quand on s'intéresse beaucoup à l'éducation non genrée, sur le fait qu'il y a des choses où on nous façonne, autant les hommes que les femmes, à devenir cette différence entre nous, tu vois. Et que je pense que si on ne le cultivait pas dès l'éducation, dès la naissance, on serait peut-être pas si différents que ça. Sans doute. Tu vois, le côté où, tu vois, j'écoutais encore, je recommande, tiens, un nouveau podcast, enfin, nouveau, il n'est pas nouveau, mais un podcast à soi, et en fait, ça parle beaucoup de féminisme, et il y a tout un épisode sur les crèches, il y a notamment une crèche expérimentée, c'est un vieil épisode, hein, et en fait, ils expliquent, ils constatent qu'en fait, inconsciemment, quand on a une petite fille ou un petit garçon, on aura beau dire, mais moi, je les ai élevés pareil, machin. Non, on va être plus tendre, plus délicat avec une petite fille. On va plus valoriser le fait qu'un petit garçon... Bref, du coup, tout ça, c'est la base qui fait que plus tard, on s'est construit avec ces trucs-là, en fait, et qui fait que vous vous comprenez mieux entre mecs parce que vous avez été un peu façonnés de la même façon, et que nous, on va plus se comprendre avec les femmes. Mais pour le coup, ça se comprend. C'est logique. C'est logique. Voilà, donc... Puis après, il y a la morphologie, c'est le fait que toi, tu as un pénis, lui aussi, donc tu sais comment ça fonctionne. Exactement. Bah ouais. Exactement. Et donc, cet organe sexuel, le pénis, qui m'avait fasciné en tant qu'objet, aujourd'hui, je joue avec. Ouais. Bon... j'étais très excité avec ma femme et donc les relations sexuelles se passaient bien. Mais là, T'as découvert autre chose. J'ai découvert autre chose, oui. Et sûrement qu'en plus, t'as dû découvrir l'orgasme prostatique. Alors, pas encore. Ah ouais? Parce que tu sais, t'as eu les épisodes avec Fred et Marc qui en parlent. Pas encore. Je pratique la sodomie, mais je la reçois pas. Ouais. Là, c'est plutôt du côté de mon compagnon que ça bloque. Par contre, j'ai tenté les massages prostatiques. Ouais. On a tenté en commun. Je pense que ça demande du temps pour faire les connexions et pour avoir du plaisir. Donc, ça m'excite. Hein, je trouve ça agréable, mais j'ai pas d'orgasme. Ouais, mais c'est ça, moi, je trouve qui est très intéressant. D'ailleurs, je me demande si je vais pas interviewer, il y a une femme qui est spécialiste là-dedans, mais parce que c'est vrai, c'est un peu un flou artistique. Autant il y a des potes gays qui pratiquent ça depuis longtemps et qui ont appris à le faire et qui le vendent comme quelque chose de génial. Mais globalement, même les hétéros, enfin surtout les hétéros, ben on y va, mais à tâtons. On sait pas trop comment faut faire. Oui, je pense qu'il y a un blocage psychologique sur le sujet. Je pense que physiologiquement aussi, il y a sûrement une technique, une façon de faire. Une technique et puis des connexions. À lâcher prise. Bon, j'en suis pas encore là. Ouais. Non, mais tu vois, c'est parce que ça aurait pu être l'occasion. Peut-être que tu aurais eu un tips, tu sais, un astuce à dire. Non, je suis désolé, je cherche encore. Je cherche encore. Ça n'empêche que c'est très excitant. Mais pour l'instant, c'est pas encore orgasmique. Non, parce qu'il y a est-ce que ça viendra? J'en sais rien, mais bon. Parce que tu vois, il y a quelque chose de très mystérieux, je pense, mais même pour toutes les femmes en couple qui nous écoutent, qui sont en couple avec un homme, c'est qu'on en parle beaucoup. Peut-être qu'il y a des hommes qui sont demandeurs, mais elles savent pas comment s'y prendre, et que toi, c'est encore plus. Nous, on n'a pas de prostate, c'est pas le même endroit. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une relation de confiance. Bah oui. Parce que c'est quand même. Alors là aussi, c'est psychologique. Hein, c'est quand même pas une zone du corps qu'on met naturellement en avant. Hein, après, effectivement, toute notre éducation, on nous dit berk, caca, pas toucher. Bah oui, bah ouais. Bon, donc il faut être en confiance. Ça, je pense que c'est le premier pas. Et puis après, le deuxième pas, c'est sans doute la technique. Et puis ensuite, le cerveau qui doit suivre. Est-ce que tu en as parlé à tes enfants? Ils sont au courant de ta relation avec un homme? Non. Ah. Alors, je pense qu'ils le savent. Ils s'en doutent? Ils s'en doutent.
comment il pourrait s'en douter? Tu t'es montré Alors, bon, première réponse, j'en ai jamais parlé à mes enfants. Ouais. Et toujours dans ce blocage d'aborder ce type de sujet, cette discussion. En fait, je ne parle pas de leur sexualité, ils ne parlent pas de la mienne, je n'échange pas sur le sujet. Mais au-delà de Donc, la sexualité, ça pourrait être juste parler de ton amour. Oui, mais bon, j'arrive pas. Et je commence sérieusement à culpabiliser parce que c'est pas juste par rapport à mon compagnon, hein, qui m'a présenté ses enfants depuis longue date. Ah, parce que lui, du coup, il a été aussi en couple avec une femme? Oui. Ah. Bon, donc non, j'arrive pas à en parler à mes enfants. C'est pas que je veux pas, c'est que ça ne sort pas. Ouais. Hein, j'aimerais faire mon coming out, comme on dit, mais bon, j'y arrive pas, ça sort pas. Pour autant, quand je suis avec mon compagnon, je sors, on se cache pas dans la rue. Quand on a des amis communs, ils savent très bien qu'on est en couple et que voilà. Bah, l'entourage d'ailleurs l'a pris, enfin les amis, Ouais. ils sont tous au courant? Non, pas tous. Pas tous. Donc mes enfants ne savent pas, ma paroisse ne sait pas non plus. Je trouve que c'était compliqué. Oui. Voilà. Et puis après, mais donc, tous nos amis sont pratiquement tous devenus des amis communs maintenant, donc ils savent. Donc, mais tu prends le risque en te baladant avec lui qu'un jour ou l'autre, tu croises tes enfants, tu préfères limite que ça se sache comme ça? Non, je préfère pas. Ah ouais. Mais peut-être que ça se fera comme ça par la force des choses parce que j'arrive pas à le faire naturellement. Et ton compagnon, il n'est pas demandeur? Est-ce que tu le... Si, il me pousse. Ouais. Il me pousse parce que, en fait, il a un très bon contact avec les autres. Ouais. Il arrive très facilement à parler et à faire parler. Il aime beaucoup, justement, les discussions avec les jeunes. Alors, bon, ça, c'est un truc peut-être d'aîné, mais les jeunes adultes se confient beaucoup à lui, donc il a beaucoup de contacts par rapport à ça. Et bon, il aimerait être clair vis-à-vis de ça avec mes enfants. Bon, malheureusement, je lui ouvre pas la porte sur le sujet. Bon, mais je sens que la pression est trop forte. Ma pression interne sur l'injustice que je crée, et puis lui qui est demandeur. Ouais. Voilà. Et donc, pour revenir sur mes enfants, et je pense qu'ils savent, en réalité, on a passé un week-end à la maison. Tous les deux, mes enfants étaient censés ne pas être à la maison. Et puis je vais à la messe. Je vais à la messe et je le laisse donc seul chez moi. Et puis, donc il prend sa douche, etc. Et ma fille rentre dans l'appartement et elle voit un homme nu ou quasi nu à l'intérieur. Donc après, une histoire rocambolesque, je suis un copain de ton papa, je suis venu bricoler à la maison, je me lavais, etc. Je pense qu'elle n'a pas pris un seul mot pour vrai. Ah, tu m'étonnes. Hein. Elle m'a simplement dit quand il y a quelqu'un à la maison, préviens-nous qu'on ne dérange pas. Hein. Mais la discussion s'est arrêtée là. Ouais, ce serait cool d'en parler, hein, parce que du coup, ça permettrait de... Elle est pas bête. C'est surtout pas le procès d'intention que je lui fais. Donc, à mon avis, elle sait. Elle en a parlé à son frère, parce qu'il parle beaucoup. Donc, je sais qu'ils savent. Et pour autant, j'arrive pas à le dire. Parce que tu vois, pour le coup, s'il y a eu que ce moment-là, elle peut se dire, mon père, il se tape plein de gars, il est complètement perdu, ou je sais pas quoi. Alors qu'au final, si tu prenais le temps de lui dire, tu pourrais dire, non, je suis tombé amoureux. Ouais, et dans le même temps, sans dire que j'ai des relations ou autres avec lui, quand je parle le week-end, là, je pars du jeudi au dimanche soir. Quand il me demande tu vas où, je dis je vais chez un copain Alain, etc. Ah oui. Et donc le mot Alain revient en permanence. Ouais. Donc mais bon, après c'est vrai que de verbaliser... voilà, je le dis sans le dire, mais le fait est que je le dis pas complètement, donc c'est un petit peu un mensonge par omission.
Bon, il y a une question qui n'a rien à voir. Enfin, si, c'est la paternité, mais je la pose. Je ne sais pas si c'était une blague ou pas, mais tu penses quoi du congé paternité ? Tu te serais vu... Voilà, c'est une question qui sort de nulle part, mais je la pose. Alors, le congé paternité, je ne pense pas que ce soit un droit acquis des hommes ou de quoi que ce soit. Enfin, bon, moi, je trouve que c'est un petit peu bizarre, mais ça, c'est dans mon éducation. Par contre, ce que je retiens, c'est plutôt tout le travail de fond, même si ce n'est pas encore des actes pour essayer d'égaliser l'homme et la femme. Ouais, sur le temps d'éducation, le temps qu'il passait avec l'enfant. D'éducation, sur la charge mentale, sur tout un tas de choses. Toi, tu n'aurais pas aimé avoir 6 semaines payées à 80% ou plus avec tes enfants, ou 8 semaines Sur le coup, je suis plutôt de la vieille école, un petit peu bourrin sur le truc. Au contraire... ou de soulager ta femme. Création d'une famille, ça veut dire travailler encore plus fort, gagner plus d'argent. Je l'ai plutôt vécu comme ça, moi. Ok. Malgré tout, j'ai essayé de soulager ma femme, puisque... Alors à l'époque, je travaillais en usine, je travaillais en équipe. Hein. En fait, elle s'occupait de ma fille dans la journée. Et dès que je rentrais à la maison, enfin toute la période où j'étais à la maison, je m'occupais de ma fille. Je la déchargeais complètement. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que là je masque tout ce qui est à quoi elle pensait et que je n'y pensais pas. Moi je faisais que du physique. Hein. Oui. Donc la nuit, tu vois, je rentrais... le matin, je me levais à 5h, je rentrais à 14h. Mais tant que j'étais à la maison, je m'occupais de ma fille. Donc la nuit, quand elle pleurait pour son biberon à 2h du matin, c'est moi qui me levais et qui faisais le biberon. Et je n'en tire aucune gloire, parce que j'adorais ça. Je racontais des histoires à ma fille. Je me souviens que je lui apprenais les tables de multiplication pour qu'elle s'endorme. Elle avait quoi, la pitchoune? Elle avait 4 mois. C'est pas vrai. Si. Mais bon, elle a été bonne en maths? Non, même pas. J'adorais ça. Et j'adorais m'occuper d'elle. Voilà. Mais d'un autre côté, prendre des congés, non, ça m'est même pas venu à l'idée. J'ai pris mes 3 jours, je crois. 3 jours à la naissance d'un enfant. À l'époque, non, bah maintenant c'est 15 jours, je crois, ou 11 jours. Non, à l'époque, c'était 3 jours. Oh, c'est tellement rien. Juste pour la sortie de la clinique et puis pour rentrer à la maison, quoi. Tu penses pas vraiment qu'il aurait fallu plus... Enfin, genre, moi je trouve déjà que 11 jours c'est très court quand je vois les copines et les copains, à quel point quand le père prend ces 11 jours là, ou ces 10 jours, il est quand même d'un soutien avec toi quand tu dois allaiter ou quand tu dois faire les nuits. Si, à la réflexion, si j'étais totalement froid et extérieur à la chose, si, je pense que c'est bien, parce que surtout pour le premier enfant, on est complètement perdu. Enfin, on ne sait rien faire. C'est un extraterrestre qui arrive là. Et puis, donc d'avoir les deux parents pendant un certain nombre... Très certainement. Bon, je ne sais pas si on se débrouillerait mieux à 2 que seul, mais en tout cas, il n'y en aurait pas qu'un seul qui porterait ce doute de comment je réagis quand il pleure, de comment je fais quand il semble avoir mal, ou comment... Bon, voilà, ça s'est passé comme ça, j'ai été éduqué comme ça, à l'époque c'était 3 jours, voilà. Je trouve que c'est encore mieux quand c'est beaucoup plus franc, hein. Quand la femme continue à travailler et que l'homme s'arrête pendant plusieurs mois, voire plusieurs années jusqu'à la mise en maternité. J'ai connu des histoires comme ça. Bon, généralement, c'est autant un problème économique qu'un problème de soutien. Des hommes qui gagnent plus que leur femme et qui s'arrêtent, j'en connais pas. Par contre, des hommes qui s'arrêtent parce que leur femme gagne plus ou ont une carrière plus prenante, oui, ça, j'en connais. Et donc là, je me dis jusqu'à 3 ans, oui, là, il y a un vrai investissement. 11 jours, je ne suis pas sûr qu'au bout de 11 jours de maternité, tu t'en sortes mieux qu'aux premiers jours. Oui, mais... justement, c'est pour ça qu'ils parlent de l'allonger. Ouais. Tu vois, il y a certains pays, je crois, en Finlande, ça doit être 3 semaines, 1 mois, voire plus. Bref. C'était la question, voilà. Et donc, tu me disais, ça c'est dans le mail quand tu m'as contacté, que tu vis ta cinquantaine beaucoup mieux que toutes les périodes précédentes de ta vie. Ah ouais.
quand j'y pense, là, je suis vraiment heureux. Ouais. Mais c'est bon, c'est pas tant Parce que t'es ma avec un homme, sexualité ouais. ou mon histoire d'amour, mais je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans mon boulot, je me sens bien par rapport À tes choix. à mes choix. Les enfants sont élevés. Les enfants sont élevés, j'ai du recul par rapport à tout. Et là, Je maîtrise à peu près tout. Non, je me sens vraiment bien là depuis 2-3 ans. Je me sens vraiment bien. et l'âge qui passe, voir le corps vieillir, de voir, ça te travaille pas du tout. Pas du tout. D'abord, je suis persuadé d'être à peine à la moitié. Ouais. Oui, là où d'autres peuvent dire. Donc, je suis pas du tout sur la fin. Ouais, ouais. Hein. Oui. Et non, le corps. Bon, après, on verra avec l'âge. J'ai pas un corps de 20 ans, j'ai pas les performances d'un gars de 20 ou de 30. Hein. Mais t'es mieux dans ta tête. Mais je suis mieux dans ma tête. Ouais. Et du coup, je le vis beaucoup mieux. Je vis beaucoup mieux. J'ai jamais été bodybuildé, musclé, sportif ou de quoi que ce soit. Bon, j'ai la chance d'être mince. Bon, je prends de l'estomac, mais ça me perturbe. Ça va. Bon, ça va, oui. Là aussi, il ne faut pas que j'en tire gloire, mais je prends de l'estomac et ça me perturbe absolument pas. J'ai plus de cheveux, ou presque plus de cheveux. Ça me perturbe absolument pas. Ouais, t'as jamais eu de stress par rapport à ça, le fait non. de la calvitie, ceci. C'est un vrai business, hein, les mecs qui font des implants. Ah oui. Alors ma femme, ça la perturbait beaucoup. Elle m'avait acheté des pilules, ah ouais, des ampoules, enfin des shampoings et des machins. C'est fou. Bon, alors à sa décharge, quand on s'est rencontrés, j'avais un petit peu plus de cheveux. Et il y a eu une période où je me lavais les cheveux, j'en avais plein les mains. Ouais. Bon, donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment normal. Ouais. Et donc, elle a plutôt pris ça comme une maladie. Hein, et donc, elle essayait de me soigner, la pauvre. Mais c'est arrivé à quel âge, la chute des cheveux, là? Très rapidement. La trentaine? Même pas, 25 ans. Ah ouais, oui. Mais genre, le début de calvitie, ça a été dans la vingtaine? Alors, non, ça s'est plus prononcé peut-être vers la trentaine, mais la chute des cheveux, telle que je te le raconte, Ouais. oui, très rapidement, 25 ans, quelque chose Et comme ça. t'avais pas été consulter un spécialiste, voir si c'était pas un problème médical? Ah non, mais dans ma tête, ça n'a jamais été un problème. Ouais, t'aurais pu te dire, peut-être que j'ai des carences. Qui ont des calvities, des choses comme ça. Non. Ben, on est plus habitué à se dire que les calvities arrivent à la quarantaine, cinquantaine. Ouais, mais non, ça... Enfin, peut-être que tes parents, ton père ou... Autant j'ai été très complexé quand j'étais jeune, d'être très mince, très filiforme, très grand. Ça m'a complexé. Est-ce que tu mesures combien? 1m88. C'est pas si grand que ça. Non, c'est pas si grand que ça. Mais quand t'es enfant, que tu dépasses de plus d'une tête tous tes copains, quand t'es mince... On n'est jamais OK avec ce qu'on a. Hein. Ah oui, non, parce qu'au final, parce que tu vois, autant une femme, c'est encore plus montré du doigt quand elle est grande, par rapport à toi, une femme grande, faut pas qu'elle soit trop grande. Mais un homme, limite, c'est plus valorisé dans la société d'être grand que d'être petit. Ah oui, mais ça, pas à l'époque. Ça, t'es déjà un homme. Ouais. Hein, ouais. Quand t'es enfant, adolescent... Avec tes petits garçons, ouais. Mais véritablement, enfin... Oui, quand je regarde mes souvenirs et quand je regarde les photos de classe qui me restent, j'ai facilement une tête et demie de plus que mes copains. Ouais, mais moi, tu vois, j'en ai connu et je pensais pas que ça pouvait être un complexe. Au contraire, tu peux dominer. Ouais. Oui, mais non. Bon, c'est pareil, j'ai pas fait de complexe, mais tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais développé plus vite que mes copains. C'est pareil, quand on allait à la piscine et qu'on changeait, j'avais déjà des poils, j'avais déjà des testicules qui étaient descendus, j'avais déjà... D'ailleurs, ça tombe bien, c'est la question sur les poils. Un sexe... et mes copains, je me souviens qu'ils avaient des sexes d'enfants, quoi. Et du coup, tu complexais d'avoir des poils trop tôt? Non, ça n'a jamais été un complexe. Non, ça n'a jamais été un complexe. Ouais, Non, le complexe, c'était véritablement ma minceur et ma grandeur. Ok.
Mais par exemple, par rapport à il y a l'épisode avec Sébastien, lui, il comptait ses calories, il compte encore ses calories pour pas être trop mince, pour pas à plus de 30 ans. Toi, t'as jamais eu ce truc-là de dire faut absolument que je prenne de la masse, faut que je... Non. J'ai eu une période où je me suis dit il faut que je fasse du sport, mais plus pour le cœur et pour la respiration. Donc je me suis inscrit dans une salle, et j'ai dû y aller 3 fois. Les mecs qui se regardent parce qu'il faut gonfler le muscle ici, parce qu'il faut prendre le machin comme ça. Les Thibaut InShape en puissance, tu veux pas connaître, mais... Non, je connais pas. Non, ça... Non, là, non, c'est pareil que pour le ghetto de tout à l'heure. Ça, c'était... Non, si je rentre là-dedans, je vais plus faire que de me regarder, m'aimer, et puis... Non. Ouais. Non, ça mais sortait je de vois. mon schéma. Ouais. Alors du coup, pour revenir à la pilosité, donc toi, tu as parlé de ta pilosité à toi, mais par rapport aux femmes, ou même les hommes, l'homme aujourd'hui, tu t'en fous de comment l'autre est épilé, si ta femme, elle s'épilait pas, ou si... Ça a été très important pour elle. Je sais qu'elle passait beaucoup de temps à s'entretenir. Ouais. Avec des souffrances qui me semblaient pas normales, mais visiblement c'est normal, au moins pour une génération de femmes. Enfin normal, je sais pas si c'est normal, mais c'est accepté par une génération de femmes. Non, ça n'a jamais été vraiment un problème. Dans le même temps, j'ai jamais été vraiment confronté au sujet. Oui, une femme qui a des poils sous les aisselles, sur les jambes. Des femmes, des femmes avec des poils sous les aisselles ou sur les jambes. Tu me poses la question, donc je vais essayer d'y répondre. Je pense que sous les aisselles, j'ai pas trop de sujets. Les jambes m'auraient peut-être plus gêné encore, j'en suis même pas sûr. Non, je pense que globalement, j'ai pas trop de questions. Et puis pour ce qui est du maillot, puisque tu vas me poser la question, là non. Ouais, toi non plus, mais même toi en tant qu'homme, tu te fais pas l'interfessier, des trucs comme ça, mais... Alors, si. Ah si, tu vois Si. En fait, ça a commencé sur le torse. J'ai pas beaucoup de poils. Ouais. J'ai pas beaucoup de poils, mais j'ai commencé à être envahi par des poils blancs. Bon, c'est l'âge, hein. Ouais. Et le mélange de poils sombres et de poils blancs, en fait, me gênait. C'est peut-être beaucoup dire, mais je trouvais pas ça très esthétique. Ouais. Voilà. Et donc je me suis lancé dans la tondeuse. Et puis une fois que j'étais parti, j'ai tout tondu. Tout tondu. Donc le torse, les sous de bras et le pubis. Et donc l'interfessier à la tondeuse aussi ? Alors, je m'étais arrêté là. Ah. Et puis, avec mon compagnon, le côté poil sur les testicules, c'était pas ce qu'il aimait le plus. Donc là, j'ai utilisé le rasoir. Vous me faites halluciner. Et donc, le rasoir, effectivement, alors pas l'interfessier, la partie arrière, mais... tous les testicules, le périnée jusqu'à l'anus. Au rasoir ? Au rasoir. Et c'est pas dangereux ? Écoute, non. D'abord, je l'ai jamais vu comme un danger. Non, mais ça peut couper... oui, d'accord, tu traverses la rue, tu peux te faire écraser. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais je sais pas, comme c'est une zone hyper sensible, me dis mettre un rasoir la près seule de cette précaution zone... que j'ai prise, c'est le savon, en fait. Oui, bien, ouais. J'utilise que du savon de Marseille. C'est pas, je fais pas de la pub, hein, mais les cheveux, c'est tout juste si les dents, je les lave pas au savon de Marseille. Ouais. Donc les cheveux, la barbe, tout ça, je fais tout savon. Donc la seule précaution que j'ai prise par rapport à ça, c'est utiliser jamais sur une peau sèche ou même une peau juste à l'eau, bien savonner avant, puis d'avoir une matière et puis un bon rasoir.
Et puis, non, j'ai jamais vu ça comme un danger. J'ai Non, jamais non, eu mais c'est... d'accident, Ouais, jamais mais... eu d'accident non plus. Non, mais Hein. voilà, c'est moi qui en ai pas et qui sait à quel point Hein. ça peut être une zone sensible. Je me dis, tiens, moi en tout cas, si je devais le faire à Oui, quelqu'un, je me dis, oh là là, mon Dieu, non, jamais. Il suffit que je fasse un faux mouvement. Voilà, je me dis, bon, bref. dans divers témoignages, oui, tu en parles, et notamment des acrobaties. En fait, Ouais, je ouais. trouve même pas que c'est acrobatique. Bah, T'as pas besoin de regarder pour passer le rasoir. Donc, non, enfin. non, mais c'est. Je sais pas s'il y a des tutos qui existent pour se raser, mais non, j'ai. Enfin, Pas besoin de s'asseoir, d'écarter les jambes, de se mettre dans une position un peu. Non, de faire ça, faut être ça debout. Debout, je relève une jambe sur le rebord de la baignoire, ouais. et puis ça suffit pour le passage du rasoir. Ok, non, mais. Mais en fait, j'ai jamais réfléchi, je l'ai fait naturellement, Ouais. spontanément. Non, mais. Voilà. Mais c'est intéressant, parce que tu vois, ceux qui n'ont jamais fait, les hommes qui l'ont jamais fait et qui se posent la question, bah, y a autant des mecs qui prennent la tondeuse, qui prennent les rasoirs, qui vont chez... Bon, à la cire, c'est plus rare, hein, mais Ouais, la voilà. cire chaude... Et puis, bon, sur l'interfessier, sur les fesses, bon, j'ai pas beaucoup de poils, donc... Ouais. Tu me disais avant qu'on enregistre, ton rapport à l'alcool, sur le fait que t'as jamais... Enfin, tu bois rarement et que t'es dans le contrôle, et du coup, c'est-à-dire Alors, c'est pas que je bois rarement, en fait, je bois pas. Je bois pas d'alcool, je goûte, mais goûte, c'est vraiment une demi-gorgée, le tiers d'une demi-gorgée même, hein, les vins, parce que bon, je suis curieux sur le côté vin, mais en réalité, j'aime pas ça. Et globalement, j'aime pas l'alcool, effectivement, comme je te le disais, j'aime pas perdre le contrôle. Cette notion de dire n'importe quoi, de pas se souvenir. Alors, encore pire, de pas se souvenir, oui. Donc là, j'ai une anecdote, oui, sur le... Oui, la dernière fois que j'ai bu, effectivement, je devais avoir... Pas que tu t'es pris une cuite ? Que j'ai pris une cuite, même, que j'ai bu, d'ailleurs. Ah ouais ? Ah ouais. C'était quand je devais avoir 18 ans, 17-18 ans. Je me souviens absolument pas de ce qui s'est passé. Je me souviens m'être réveillé le matin, la tête dans la cuvette, et que mes copains m'ont raconté tout un tas de choses que j'aurais fait. Bon, je veux bien les croire, de toute façon je m'en souviens pas. Hein. Mais du coup, ça m'a terrifié déjà de ne pas avoir du tout de mémoire sur les événements, et d'avoir pu faire ce qu'il me racontait, du genre me balader tout nu dans un camping, interpeller les gens. Bon. Et donc cette notion de perte de contrôle, non, je le refuse. Hein. Et c'est le même phénomène avec la colère. En fait, je suis pas colérique, mais bon, de temps en temps, ça monte un petit peu. Et quand ça explose, alors ça n'a pas explosé beaucoup, souvent, hein, je sais pas, peut-être 5 fois de ce que je me souvienne dans toute ma vie, donc c'est vraiment pas souvent. Mais à chaque fois, je l'ai regretté. Hein. Ça a été 2 fois contre ma femme. Je dis contre ma femme parce que pour le coup, justement, c'est ce que j'aime pas. C'est que quand tu es en colère, tu perds le contrôle. Et là, je voulais lui faire du mal. Je voulais la blesser dans mes paroles. Hein. D'ailleurs, je recommande une vidéo de la chaîne YouTube Et tout le monde s'en fout sur la colère. Toutes leurs vidéos sont géniales. Il y a un spectacle en ce moment à Paris. Et du coup, comme les gens me disent qu'ils aiment bien que je leur recommande des trucs, la gestion de la colère... si les gens sont un peu perdus de savoir comment... il y a une très bonne vidéo qui explique notre cerveau avec la colère. Voilà, excuse-moi. Voilà. Bon, donc cette notion de perte de contrôle, non, je le refuse. Hein, et donc tout ce qui se rattache, ou tout ce qui peut m'amener à perdre le contrôle, je le gère, je l'évite. Donc j'imagine que par rapport à la violence... Jamais t'as été violent dans une bagarre, un coup qui est parti comme ça, à un mec qui t'a mal parlé ou Non, et pourtant, j'ai pas peur. Ouais. Alors bon, là encore, c'est pas une histoire de se glorifier, mais
tu vois, je suis capable de mettre le cerveau en off. Hein, et puis, Oui, si tu vois une femme se faire agresser et que tu es tout seul avec elle, tu pourrais quand même aller au charbon. Oui. Si quelqu'un m'agresse, je pense que je pourrais répondre. Si quelqu'un va trop loin dans la menace ou dans l'humiliation ou autre, je pense que je saurais lui répondre. Bon, Après, ça n'est jamais arrivé. Après, il y a ta taille qui doit aider, sur le fait que ça doit déjà limiter les... Oui, peut-être qu'effectivement, c'est ce qui a aidé à ce que ça ne se produise pas. Je ne sais pas me battre, je n'ai pas fait de boxe, je ne sais pas me battre, mais il y a une limite où soit tu es soumis, soit tu te fais respecter. Ouais. Voilà. Donc j'irai jamais attaquer quelqu'un. Hein. Pour autant, toujours peut-être par cette notion de garder le contrôle, je ne serai jamais soumis. Voilà. Bon, alors, on est tous soumis plus ou moins, hein, parce que dans la société dans laquelle on vit, le boulot, c'est de la soumission. Enfin, bon, on est soumis à l'État, limite. Mais, voilà. Mais la relation de mâle dominant, hein, parce que ça arrive aussi de temps en temps, ou de lead dans une soirée ou dans une réunion professionnelle, ou peu importe, non, il y a une limite que j'accepte. Mon chef, c'est mon chef et je ne vais pas lui marcher dessus. Hein, mais il ne faut pas que ça aille dans l'humiliation. Hein, et en soirée, c'est pareil. Bon, voilà. Donc, cette conviction qu'en fait, je pourrais répondre, ça, après, je ne sais pas me battre, je m'en prendrai plein la gueule et puis je serai mal le lendemain, ok, mais j'ai pas peur de ça. Et donc là, on arrive à la question sur les larmes. Tu sais c'est quand la dernière fois que tu as pleuré ? Je pleure jamais. Ah, tu fais partie de ceux-là ? Ouais. En fait, tout à l'heure, on a parlé du décès de ma femme, mais 4 mois avant, j'avais perdu mon père. Bon, je suis orphelin de mère depuis relativement longtemps. Hein. Et donc, j'avais perdu mon père. Et donc, ça, c'était en 2013. Mon fils avait 14 ans. Et c'était la première fois qu'il me voyait pleurer. Pour ton père ? Pour mon père. Et t'as réussi à pleurer devant lui sans te cacher, sans avoir honte Alors, en fait, oui, j'ai pleuré sans honte devant lui, sans aucun problème, mais ça n'est venu que pendant la cérémonie. Jusqu'à la cérémonie, j'ai pas pleuré. Mais là aussi, il n'y a pas de gloire, hein, c'est que c'est tout simplement pas venu. Je vais te raconter quelque chose d'incroyable. Pour le décès de ma mère, j'ai pas pleuré. Mais pas du tout. T'étais extrêmement malheureux, mais t'avais pas de larmes qui sortaient. Ouais. Pas du tout. Bah, Pas plus à l'hôpital, pas plus qu'à l'annonce de son décès, pas plus qu'à la mise en bière, pas plus qu'à la cérémonie. Pas une seule larme. Non, mais tu vois, moi je suis pas surprise maintenant que j'ai fait le podcast parce que je sais très bien qu'il y a autant des mecs qui pleurent jamais que des mecs qui n'ont aucun scrupule à pleurer devant une comédie romantique la veille du podcast, de l'épisode. Mais non, mais c'est intéressant de voir parce que c'est tellement un acte limite normal de pleurer. Toi, c'est. Ouais. Et il y a des animaux qui pleurent. Ah non, mais je n'ai pas de problème contre. Mais ça vient pas. Ouais. Ça vient pas. Mais tu voyais pas ton père pleurer Si, j'ai déjà vu pleurer. Alors pas souvent, mais j'ai déjà vu pleurer mon père. Et des potes pleurer ? Non. Ouais. Pour revenir sur les comédies romantiques, il y a quelque chose qui m'exacerbe, c'est les films américains. Le moment où tu es censé avoir des émotions, tu as la musique, les violons et les machins pour attirer la larme. Toi, t'en fais un rejet ? Ah, j'en fais un rejet complet. Ouais. Cette construction, c'est le côté technique qui prend le dessus sur le film. J'ai du mal. Oui, après, tu pourrais pleurer devant une scène de mort, c'est une comédie romantique, mais il y en a un qui meurt de maladie. Non. Oui, mais de toute façon, si tu pleures déjà pas sur un fait qui t'arrive à toi, de quelqu'un à un moment grave, tu vas encore moins pleurer devant un truc qui t'affecte pas, en fait. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, je pense, enfin, moi j'ai beaucoup de retours en message privé d'hommes qui me disent, bah ça. D'ailleurs, toi-même, tu m'as dit que tu te retrouvais beaucoup dans certains témoignages, et c'est aussi le but du podcast, c'est de voir, parce que vous n'êtes pas forcément habitués à parler de ces choses-là entre vous. Et ben, toi, il y a peut-être des mecs encore aujourd'hui qui ont 17, 18 ans et
que ça leur paraît pas, qui aimeraient pleurer mais qui s'autorisent pas ou tu vois. Ah oui, mais je pense que c'est pas une question de s'autoriser. Effectivement, je pense que c'est sans doute l'éducation, hein, parce que Oui, mais c'est quand l'inconscient qui s'autorise j'écoute- pas. Voilà, c'est l'inconscient qui s'autorise pas, et puis du coup, ça devient Normal. normal. Ouais. Normal. Ton fils il pleure? J'ai Tu l'as jamais vu pleurer. Ouais. Tu vois. Ouais, je l'ai vu pleurer quand il était enfant et qu'il faisait des colères. Oui, mais, oui, oui. Mais adulte. adulte, non. Ouais, mais enfin, de toute façon, c'est prouvé que le père est c'est un modèle souvent. Hein. Majoritairement pour les hommes, c'est leur modèle, à part des exceptions. Donc tu déteins. Hein. Ah oui, forcément. Tu produis forcément. des schémas. Hein. Ah ouais. Bon. Il y a un dernier conseil que tu voudrais donner, je sais pas, à ceux que t'entends, comme tu as écouté les autres épisodes et des trucs où tu t'es dit, parce que souvent, moi, on me dit, oh là là, là, cet épisode-là, j'avais envie de tellement dire de trucs quand je l'entendais parler. Ouais. Il y a plein de petites phrases toutes faites, mais des fois, ça aide bien. Bon, toujours aller vers la vie. Bon, ça, je pense que s'il y a des choix à faire, c'est toujours bien se mettre, faire les priorités et peser les patates. Je sais que je ne sais rien. Alors, j'ai plein de convictions, mais je sais que je ne sais rien. Je sais que les scientifiques ne savent rien du tout non plus. Hein. Après, c'est pas pour ça que je rejette toute la démarche, toutes les informations qu'on me donne, mais pendant des siècles, on a dit que la Terre était plate. Bon, elle n'est pas plate. Pendant des années, on a dit qu'il fallait coucher les enfants sur le côté, sur le dos, sur le ventre. Bon, ça change tous les 5 ans, il y a un nouveau régime. Enfin, bref, je ne sais rien. Les autres ne savent rien non plus. Ce qu'il faut, c'est être fort de ses convictions. Puis après, ah oui, une autre phrase que j'aime bien. Si je me trompe moi-même. Dans le sens où, si je me trompe, bon, bah, c'est pas grave. Je saurai que la prochaine fois, faudra que je fasse autrement. Ouais, d'apprendre de ses erreurs. Alors que si je me trompe parce que j'ai suivi le conseil d'un tel ou un tel, en fait, ça amène à rien, puisque la fois suivante, je redemanderai un conseil qui sera peut-être tout aussi faux. Donc, ouais, de s'écouter. Et de... ouais. Merci. Voilà. Bah, merci Mélanie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur iTunes avec des étoiles et à le partager sur vos réseaux. Comme à chaque fois, vous retrouverez toutes les références citées sur le site du podcast ilseconfie.com dans un article dédié, ainsi que le lien vers la page Tipeee pour le soutenir. L'adresse mail pour me contacter, ilseconfie@gmail.com, qui est la même que celle du compte PayPal si vous souhaitez faire un don de manière plus simplifiée. Je sais que certains d'entre vous reviennent en région parisienne pour les fêtes, enfin, s'ils ont eu un train. N'hésitez pas à me contacter et souhaiter participer au podcast. En attendant, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, un peu en avance, et je vous retrouve le dernier samedi de cette année 2019 pour un nouvel épisode. Profitez d'être en famille pour recommander le podcast à vos proches. Et en attendant, je vous dis à très vite.